Imaginez une femme accueillante, une voisine aimable, mais qui dissimule un secret glaçant. Voici l'histoire de Leonarda Cianciulli, que l'on surnomme la fabricante de savon de Correggio. Cette tueuse en série a sévi en Italie peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et bien qu'elle ne fit que 3 victimes, ses méthodes ont de quoi faire frissonner même les plus endurcis. Leonarda est née le 18 avril 1894 à Montella, une commune italienne de la province d'Avellino, dans la région de Campanie en Italie. L'information selon laquelle sa mère, Serafina Marano, aurait été victime d'un viol et aurait été obligée de se marier avec le violeur n'est pas confirmée. Cependant, il est attesté que Serafina n'avait pas beaucoup d'affection pour sa fille, sans doute à cause de ce qu'elle représentait. Leonarda grandit alors dans la misère et le ressentiment. Très jeune, elle essaiera d'ailleurs de se suicider à 2 reprises. J'ai essayé de me pendre 2 fois. La première fois, ils sont arrivés à temps pour me sauver, et l'autre fois, la corde s'est rompue. Maman m'a fait comprendre qu'elle était désolée de me voir en vie. Les relations entre Leonarda et sa mère se dégradent encore quand elle décide d'épouser un employé du cadastre, Raffaele Pansardi, alors que sa mère lui avait déjà choisi un autre prétendant en la personne d'un de ses cousins d'origine beaucoup plus aisée. Serafina, très empreinte de mysticisme, aurait alors maudit sa fille la veille même du jour de son mariage. Leonarda étant également très superstitieuse, il est fort probable que ça l'ait marqué profondément. Le couple déménage alors dans la ville de Lauria, où il doit faire face à de graves difficultés financières. Leonarda sera d'ailleurs arrêté et condamné à une peine de prison pour fraude financière. Après sa libération, le couple part s'installer dans la ville de Lacedonia. Mais peu de temps après, leur maison est détruite par le tremblement de terre d'Irpinia. Ils déménagent une fois de plus à Correggio, où Leonarda ouvre une petite boutique de savon fabriqué à la main. Elle est aussi diseuse de bonne aventure et devient très vite populaire et très respectée dans son quartier. Leonarda était également très protectrice de ses enfants. Il faut dire qu'elle a eu 17 grossesses dont 3 fausses couches. Pire, 10 de ses enfants décéderont en bas âge. Par conséquent, elle protégeait excessivement les 4 survivants, surtout Giuseppe, son fils aîné et son préféré. N'oublions pas que Leonarda était très superstitieuse et elle avait également consulté une voyante qui lui avait prédit que tous ses enfants mourraient en bas âge. Ceci, conjugué à la malédiction de sa mère, avait dû fortement la perturber et la traumatiser. De plus, elle avait rencontré une chiromancienne qui lui avait prédit « Dans votre main droite, je vois une prison. À votre gauche, un asile criminel. » Alors, au début de la guerre, Giuseppe, son fils, est mobilisé pour aller défendre son pays. Et là, évidemment, elle ne peut pas le supporter. Mais jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger ce qu'elle a de plus cher? Eh bien, elle arrive à la conclusion que pour protéger la vie de son fils, il faut des sacrifices humains. Une vie pour une vie. Si elle prend la vie de quelqu'un, elle sauvera la vie de son fils. Alors pour ça, elle va être subtile. Elle va choisir ses victimes parmi des femmes de son voisinage qui ont confiance en elle et qui ont peu de contact avec leur famille ou leurs amis. Ces femmes ont chacune des problèmes que Leonarda avait promis de résoudre. Ainsi, sa première victime, Faustina Setti, était une vieille fille qui était venue vers elle pour qu'elle aide à trouver un mari. Cianciulli lui a alors parlé d'un partenaire idéal, Paula, et qu'elle allait tout arranger. Mais elle lui a demandé de ne pas parler à qui que ce soit de cette histoire. Sinon, la magie n'allait pas fonctionner. Par contre, elle persuada Faustina d'écrire de nombreuses lettres et cartes postales adressées à des parents et amis. Elles devaient être envoyées par la poste à son arrivée à Pola pour signaler que tout allait bien. Faustina Setti vient alors dire au revoir à Leonarda la veille de son départ. Et c'est là que notre voyante verse de la drogue dans le verre de vin qu'elle offre à Faustina. Et celle-ci s'évanouit. Leonarda l'achève alors d'un coup de hache. Certaines sources affirment aussi que Leonarda avait reçu l'assurance vie de Faustina en paiement de ses services. Quant à la manière dont Cianciulli se débarrassa du corps, nous la verrons un peu plus loin car c'est ça qui rend cette histoire très particulière. La deuxième victime, Francesca Soavi, était quant à elle à la recherche d'un emploi. Leonarda lui dit qu'elle avait trouvé un emploi dans une école pour filles à Plaisance. Même principe, elle dit de n'en parler à personne et d'écrire des lettres et des cartes postales envoyées à sa famille plus tard. Comme Faustina Setti, Francesca vient rendre visite à Leonarda la veille de son départ. Elle reçut également un verre de vin drogué et est achevée à la hache. Le corps reçut le même traitement que Setti, mais on le verra bientôt. Cianciulli aurait également reçu une somme assez importante de la part de sa victime. La victime suivante était Virginia Cacioppo. C'était une ancienne chanteuse lyrique qui aurait chanté à la Scala, mais elle n'avait plus chanté depuis longtemps et était tombée dans l'oubli et dans la misère. Leonarda lui fit croire qu'elle avait trouvé un travail auprès d'un mystérieux impresario de la région de Florence. Même principe, Virginia rend visite à Leonarda en n'ayant rien dit à son entourage et avec les lettres. Leonarda recommence alors son plan diabolique avec le verre de vin drogué et là.
elle fit disparaître le corps de la même manière que précédemment. Nous verrons comment dans quelques minutes. Et je vous ferai également part des témoignages de Leonarda qui expliquent comment elle faisait. Et là de nouveau, Kyung-Chul récupère une somme conséquente de la part de Virginia. Mais là, tout bascule, car la belle-sœur de Virginia, Albertina Fanti, trouve bizarre de ne plus avoir de ses nouvelles. Alors elle se résout à en parler à la police de Reggio Emilia, qui ouvre une enquête. Albertina ne manque pas de préciser que la dernière fois qu'elle a vu sa belle-sœur, elle entrait dans la maison de Leonarda Cianciulli. La police arrête alors Leonarda, qui va dans un premier temps tout nier. Mais au moment où elle apprend que son fils Giuseppe est également considéré comme suspect, elle avoue tout. Pour protéger son fils, de nouveau, elle avoue ses crimes en fournissant aux policiers des détails que seul le coupable peut connaître. Elle explique le vin drogué, le coup de hache, mais aussi la manière dont elle faisait disparaître les corps. Et c'est là que l'horreur atteint son paroxysme. Pour Faustina Setti, elle explique avoir traîné le corps jusqu'à un placard et l'avoir découpé en 9 morceaux. Mais le pire était la manière dont elle se débarrassait de ces morceaux. Voici ce qu'elle déclare. J'ai jeté les morceaux dans un pot, ajouté 7 kilos de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon, et j'ai remué le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre, que j'ai versé dans plusieurs seaux et vidé dans une fosse septique à proximité. Quant au sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il coagule. Je l'ai séché au four, moulu et mélangé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs, ainsi qu'un peu de margarine, en pétrissant tous les ingrédients ensemble. J'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croquant et les ai servis aux dames qui sont venues nous rendre visite, bien que Giuseppe et moi les ayons également mangés. Elle a procédé de la même manière pour la deuxième victime, Francesca Soavi. Quant à Virginia Cacioppo, elle a encore poussé plus loin. Elle s'est retrouvée dans la marmite, comme les deux autres. Sa chair était grasse et blanche. Quand elle avait fondu, j'ai ajouté une bouteille d'eau de Cologne. Et après une longue période à ébullition, j'ai pu faire du savon crémeux, le plus acceptable. J'ai donné des barres à des voisins et à des connaissances. Les gâteaux aussi étaient meilleurs. Cette femme était vraiment adorable. Leonarda fut reconnue coupable de ces 3 crimes et condamnée à 30 ans de prison et 3 ans d'internement en asile psychiatrique. Ce qui donna raison à la prophétie de la chiromancienne qui avait vu la prison et l'asile dans ses mains. Elle ne montra aucun remords, allant même jusqu'à ironiser en précisant qu'elle avait donné la louche en cuivre qu'elle utilisait pour effacer les graisses des bouloirs à son pays, qui avait tellement besoin de métal en cette période de fin de guerre. Finalement, Leonarda mourut d'une attaque cérébrale en prison le 15 octobre 1970. Un certain nombre de ses objets, dont la bassine ayant servi à faire fondre ses victimes, sont exposés au musée criminel de Rome. Son histoire a également inspiré de nombreux films en Italie. Ainsi se termine donc l'histoire de celle qu'on a appelée la saponificatrice de Correggio ou encore la faiseuse de savon de Correggio. Si vous avez aimé cette histoire, je vous recommande de consulter ma playlist ici sur la criminologie où je raconte l'histoire d'autres tueurs en série, dont certains peu connus, mais dont la vie n'en est pas moins impressionnante. Au revoir, à bientôt, ciao!